Bienvenue sur Sud Radio, on est là jusqu'à 23h pour vous parler de rugby, pour vivre le rugby avec vous sur la radio du rugby. Et cette Pro D2 qui est exceptionnelle encore une fois cette année. Et on a attaqué désormais la dernière ligne droite. C'est la 26e journée, il reste 5 matchs à jouer dont ce soir avant les phases finales. Salut Quentin Cabanis, t'as entendu Rémi André, faut mettre la casquette Quentin. Moi je l'ai toujours de toute façon. Mais je l'ai vraiment sur la tête. Pourquoi tu portes toujours une casquette Quentin? Parce que tu sais, j'ai pas le temps de me coiffer le matin pour partir au boulot. C'est la permanente et tout. Du coup moi, casquette. Ok, casquette pour Quentin Cabanis. Bonsoir Antoine Mazer, casquette ou pas casquette? Pas pour l'instant. Je laisse-lui un an ou deux, il y aura casquette. Non, ce week-end. On peut commencer avec les conseils de Rémi André. Voilà. Et on espère que la casquette se portera bien. Ouais. Il rigole, moqueur. Bonsoir Clément Combe. Bonsoir Alexandre, bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va? Ah bah ça va nickel. Il y a de la Pro D2, il y a de la Champions Cup, il y a de tout. Il ne porte pas de casquette parce qu'il a une chevelure exceptionnelle. Bonsoir Félix Panguero. Salut messieurs, comment ça va? Ah, ça va très très bien, très très bien. Et toi? Super. Ah bah parfait, tu sais c'est la dernière ligne droite de la Pro D2. Je précise bien la Pro D2 et non pas du Pro D2 parce que tu allais le dire. C'est la Pro D2 évidemment sur Sud Radio, sur la radio du rugby. Et tu vas prendre la direction d'un homme qui parfois pourrait porter des casquettes. Bonsoir Mathieu Dalzovo en direct d'Agen. Parce que ce soir dans le multiplex, il y a un match très très important à Agen face à Soyons-Angoulême. Salut Mathieu. Bonsoir Alex, donc on attaque direct sur le physique d'entrée là. Bon, mais ça va promettre. T'inquiète pas, il a commencé par moi. Oui, je sais, mais je compatis. Je dis, est-ce qu'il va penser à moi? Oui, il ne m'a pas oublié. Je ne t'oublierai jamais. Merci Alex. Alors sur notre affiche ici au stade Armandie entre Agen et le SA15, eh bien deux enjeux diamétralement opposés, mais un match en tout cas, ce soit une confrontation très importante pour les deux équipes. C'est peut-être l'une des dernières chances pour le SUA de rêver au top 6. Agen qui a perdu gros la semaine dernière en se déplaçant à Colomiers, défaite 22-18 et qui se retrouve à 7 points de la 6e place occupée par Nevers. Il faut donc bien gagner tous ces matchs et espérer peut-être des faux pas de ses adversaires pour rêver d'un top 6 côté agenais. Ça passe bien sûr par une victoire ce soir contre le SA15, mais attention, le SA15 on le sait est une équipe qui se bat pour le maintien, quelques points d'avance seulement sur Montauban, 5 points, mais surtout une équipe de Vannes qui finit fort cette saison à l'image du match nul la semaine dernière à Vannes, la courte défaite à Grenoble 21-18. On le sait, les Angoumoisins ne vont laisser vont se donner à fond comme on l'a vécu chaque journée de championnat cette saison. On sait qu'ils sont capables de faire des coups et ils ont évidemment sorti la grosse équipe pour aller faire un coup ici à Agen. On suivra de près quand même le duel Tisley, ancien Agenais qui brille sous les couleurs du SA15, et Péo Muscarditz, ancien Bayonnais qui fait sa première sous le maillot agenais ce soir. Merci beaucoup Mathieu Dalzovo, coup d'envoi 19h30 de ce multiplex. On attaque les infos de la semaine Quentin Cabanis parce que effectivement dans cette 26e journée il y a beaucoup de choses à dire. On va parler de Pro D2 dans ces infos. On va parler aussi de l'équipe de France féminine, plein de sujets à aborder avec toi. Mais exactement, on va commencer avec la Pro D2 puisqu'hier il y avait l'ouverture de la 26e journée et Brive s'est imposé 35-23 face à Colomiers. Les Brivistes qui prennent la 7e place du championnat de Pro D2 avant les matchs d'aujourd'hui. Et puisqu'on parle de Brive, on va y rester puisque ça va bouger sur les bancs la saison prochaine et notamment à Brive avec l'entraîneur des lignes arrières du Castres Olympique, David Darricarère, qui va signer pour les 2 prochaines saisons avec Brive, et l'anglais Joe Worsley devrait le suivre donc sur le banc briviste. Des coups durs cette semaine pour les clubs français en Champions Cup avec notamment Brice Dulin qui est forfait pour La Rochelle pour jouer le Leinster, attendu titulaire contre les Harlequins demain. Mathieu Jalibert ne fait également pas partie du groupe de l'UBB et on a de gros doutes sur la participation de Damien Penaud pour la rencontre également de demain. 3e journée du tournoi destination féminin ce week-end avec 3 matchs au programme, 2 rencontres demain, Écosse-Angleterre à 15h15, Irlande-Pays de Galles à 17h45. La France, elle, jouera l'Italie dimanche à 13h30 avec comme objectif de continuer dans la course au Grand Chelem. Pour rappel, les Françaises ont déjà battu l'Irlande et l'Écosse lors des 2 premières journées. Un mot concernant les potentielles demi-finales de la Coupe champion de rugby. Le PCR a annoncé les stades potentiels pour le week-end du 4 au 5 mai. Si le Leinster bat La Rochelle, il disputera sa demi-finale à Croke Park, stade de 82 000 places, et pas à l'Aviva Stadium, qui recevra au même moment la finale de la Ligue Europa en foot. À noter que la dernière fois qu'il y a eu un match de rugby à Croke Park, c'était en 2009 et il y avait notamment le RCT sur la pelouse. Si Toulouse se qualifie, il recevra le vainqueur du bébé Harlequins au Stadium.
Si Northampton s'impose et a l'avantage du terrain, ils recevront donc le Stade Rochelais au Stadium MK. Et puis si l'UBB a l'avantage du terrain, elle recevra Exeter au Matmut Atlantique. Les finales, elles auront lieu à Tottenham et ce sera les 24 et 25 mai. Et pour conclure, Alexandre, une information concernant un stade qui va être construit, c'est du côté de Valence-Roman, dans l'agglomération de Valence-Roman. Un nouveau stade qui devrait voir le jour d'ici 2028 à Rovaltin. Un stade moderne avec plus de 7000 places assises prévues, un stade à l'anglaise avec notamment plus de 2000 places d'hospitalité prévues, une bodega grand public. Enfin voilà, un très beau stade qui devrait voir le jour donc du côté de Valence-Roman. Alexandre, à noter que les travaux entrepris au stade Pompidou actuellement se dérouleront toujours jusqu'en 2028. Merci beaucoup Quentin Kémenis. Tiens, parlons justement de ce grand projet du côté de Valence-Roman avec toi, Philippe Spanghero. C'est un joli projet pour le club de la Drôme avec cette construction de stade qui est annoncée pour 2028. Ouais, c'est un projet très structurant, surtout on sait que tous les clubs aujourd'hui dans leur modèle économique ont besoin de s'appuyer sur un projet de stade ambitieux parce que on le répète assez souvent, notre modèle économique dans le rugby repose sur la vie les jours de match. Donc il faut être capable d'accueillir des hospitalités, des partenaires, de rendre aux partenaires vraiment ce qu'ils investissent dans le club. Et puis au-delà de ça, ces outils permettent aujourd'hui de générer des revenus hors jour de match avec tout un tas d'événements organisés, de location de salles, de séminaires. Donc les clubs de rugby, de sport en général, mais de rugby deviennent quelque part des prestataires qui ont un rôle à jouer dans la ville et dans la cité tout au long de l'année. C'est pour ça que des fois quand j'entends les gens grincer des dents sur l'argent public envoyé dans des SASP, puisque c'est des sociétés privées, il y a quand même le sujet de l'impact dans la ville qui dépasse largement le cadre du sport de plus en plus, et donc dans cette région qui est quand même un grand territoire de rugby, je doute pas que ça va être un sujet structurant et qui va servir la ville au-delà de son club de rugby. Et ce qui est super en plus, c'est que donc ils mettent ça dans la zone d'activité de Rovaltin, qui est exactement à équidistance de Valence et de Romans. Donc c'est vraiment absolument parfait. C'est juste à côté de la gare TGV. L'accès promet d'être absolument idéal. Et c'est un beau projet. Voilà, quand on voit les entre guillemets les clubs nouveaux en Pro D2, avoir de tels projets structurants, c'est un signe de bonne santé économique pour le rugby français professionnel et notamment de ce magnifique championnat de Pro D2. Philippe, dans un instant, on va avoir un grand sujet sur Sud Radio. Quels sont les favoris pour le titre? Club par club, on va adresser nos chances de titre en pourcentage pour chaque club de quart de finale. On accueillera pour en parler Damien Chouli qui a fait 3 finales de Coupe d'Europe avec Clermont en 2013, 2015 et 2017. Et puis on en parle aussi avec vous au 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, au cœur de cette 26e journée de Pro D2. Avant demain, évidemment, la Champions Cup. Petit point score du côté de Grenoble. Antoine Mazère. Grenoble face à Aurillac dans cette partie au Stade des Alpes. Et on attaque d'ailleurs cette partie de la saison où il fait encore jour à 19h15. Et on se régale. 14e minute de jeu entre Grenoble et Aurillac. Et premier essai inscrit par les Grenoblois, c'est Nathanaël Huleux. Wilfried, son frère, bien sûr. Wilfried Huleux. Putain, de me dire, c'est marrant, il a changé de club en cours de saison. Ils se ressemblent, les frères Huleux. En tout cas, c'est son frère qui a marqué le premier essai de cette rencontre. Et là, pénalité convertie de la part des Aurillacois. Ça fait 5-3 après 14 minutes de jeu entre Grenoble et Aurillac. Basculons avant le multiplex à 19h30, basculons sur la Champions Cup avec les affiches des quarts de finale. Bordeaux-Bègles, Harlequins, c'est demain à 16h sur Sud Radio avec Jefferson Poirot et Nicolas Delage. À 18h30, Leinster-La Rochelle avec Julien Thomas. Il y aura ensuite Northampton Bulls à 21h et puis dimanche Toulouse Exeter avec Rémi Mességuet et David Gérard. On va se poser la question, tiens, quels sont les pourcentages de chances de titre dans parmi les quarts de finalistes de Champions Cup. Pour en parler, on est avec Damien Chouli. Bonsoir Damien. Bonsoir. 3 finales de Coupe d'Europe avec Clermont 2013, 2015, 2017, 46 sélections. On est avec Philippe Spanghero bien évidemment aussi. On est avec William, auditeur Sud Radio. Salut William. Bonsoir à tous. Bonsoir Damien. Auditeur de Limoges, c'est ça William? Enfin Limoges, Brive. Originaire de Limoges. J'ai croisé Damien à l'école de rugby quand il était, avant d'arriver à l'USAL, où il était au Palais sur Vienne. Et après, on a joué ensemble
À l'école de rugby de Limoges, ouais, avant que Damien parte au CAB et lance une carrière magnifique. Ouais. Bon, vous avez dû vous croiser, donc Une dizaine d'années, ouais. Ça c'est beau. Tu jouais quel poste toi, William? 9, moi j'avais une demi-mêlée, ouais. Ah, demi-mêlée, on les aime pas. Les demi-mêlées. C'est qu'ils ont fait le boulot en général, tu sais. Ouais, on les aime quand même pas. Quand tu es un peu insulté au stade, c'est que tu es en train de faire ce qu'il faut en général, donc c'est un bon moyen de s'auto-évaluer. Ouais. Alors, on va se poser la question, club par club, quelles sont les chances de titre pour chaque club dans cette Champions Cup 2024. On commence par toi, Philippe Spanghero. Enfin, on va faire de toute façon des tours de table club par club, et je vais prendre, dans l'ordre des matchs, l'Union Bordeaux-Bègles. Quelles sont les forces de l'Union Bordeaux-Bègles? Quelles sont, selon toi, les chances de titre possibles pour l'UBB, Philippe Spanghero, l'UBB qui donc reçoit les Harlequins avant ensuite d'affronter soit Toulouse, soit Exeter. Philippe. Ah, c'est pas facile à dire parce que il y a quelques années, il y avait ce manque d'expérience du côté bordelais qui s'est un peu atténué parce que avec les joueurs qui sont dans ce club depuis longtemps, qui ont pris de l'expérience en équipe de France et des arrivées comme celle de Damien Penaud, qui ont l'expérience des grands rendez-vous, cette équipe elle a mûri et puis elle s'est donné les moyens, surtout en recevant à nouveau cette équipe des Harlequins, sur la dynamique qui est très bonne du côté bordelais. Le tableau est plutôt favorable, donc combien de pourcentage de sens, c'est pas facile à dire, mais en tous les cas, tu prends un morceau de papier, t'as 100%, tu divises par les 4 clubs et t'essayes de faire des positions de favoris. Par les 8 clubs. Je suis moi-même en train de le faire. Par les 8 clubs. Par les 8 clubs. Alors je dirais 25%. Pour l'UBB 25%. C'est beaucoup, pour l'UBB. Ouais. 25% des 8. Bon, tu mets combien toi, Quentin? Pour l'UBB, allez, on va dire 15. Parce que si tu passes, tu dois aller, t'as une grosse chance d'aller te taper Toulouse à Toulouse, qui a jamais perdu contre un club français à la maison en Coupe d'Europe. Donc t'es gentil, c'est intéressant. Donc je suis gentil avec 15. Clément Combe. Ouais. Alors je vais être un peu méchant, même si j'aimerais bien, pourquoi pas que l'UBB aille au bout, mais je dirais 0. Ah oui. Oh là là. Pourquoi 0 Parce que y a Toulouse en face, que je pense que le match qui a eu lieu en championnat il y a quelques semaines va beaucoup servir aux Toulousains, et si ce match se rejoue, il y a très peu de chances où les Bordelais le gagnent, et je vois l'UBB dans une équipe qui, un peu comme La Rochelle la saison, il y a quelques saisons, avait pu gratter des victoires, mais en fait Toulouse va savoir comment gagner ce match. Toulouse sait comment verrouiller. Exeter déjà. Oui, je suis d'accord. Mais après, Exeter est très bon aussi, donc. De toute façon, il va falloir battre un monstre. Qu'il arrive. Voilà, c'est ça. Comme on le dit, faut battre tout le monde. Est-ce qu'on on place où le curseur, Damien Chouli, aux alentours de 15%, de 0%, comme dit Clément, de 30%, comme. J'aurais dit 10, moi. J'aurais dit 10, un petit peu pour les mêmes raisons, parce que si on se projette, je pense qu'ils peuvent passer contre les Harlequins, mais par contre, je vois Toulouse quand même assez maître de leur destin et assez. Je pense que c'est leur objectif numéro 1 cette saison, clairement. Donc voilà. Je pense que ça fait maintenant quelques années qu'ils regardent les Rochelais lever la coupe, et je pense qu'il y a un gros ressort aussi de ce côté-là. Et depuis, ils vont jouer plein depuis 2-3 saisons, et je pense que cette année ils veulent vraiment l'accrocher. Donc, William, ça sera dur s'ils passent. Voilà. Ah, ça c'est clair. C'est clair, il faudra aller ensuite à Toulouse. William, tu le places où toi le curseur? Alors faible, dire 0, voilà, ce serait terrible, parce que c'est quand même une belle équipe qui est capable de mettre énormément de rythme et de se hausser à ce niveau, notamment voilà, sur les temps de jeu, le rythme de jeu, la capacité à déplacer le ballon. Mais j'irais 8-10%, parce que face au Stade Toulousain, si c'est un match rythmé, Bordeaux bien sûr aura son mot à dire. Par contre, face à Toulouse, qui est aussi capable de jouer les matchs pour les gagner, on dit gagner moche, c'est pas forcément moche, mais de resserrer le jeu. Si on est sur du combat, des grosses séquences défensives, et que l'UBB n'arrive pas à mettre le rythme dont elle a besoin, c'est compliqué. Je ne les vois pas passer Toulouse, parce que Toulouse est capable de performer avec différentes formes de rugby, et l'UBB en a encore à sa construction, et je suis pas convaincu que sur un match fermé il soit capable d'aller de battre le Stade Toulousain. Ouais, et puis si tu bats Toulouse, il te reste quelqu'un derrière, ça peut être le Leinster ou La Rochelle.
Oui, et qui est aussi sur un jeu qui est peut-être programmé, mais qui est extrêmement physique, avec des longues séquences de défense à supporter. Et si les Bordelais ont le ballon, ou ont ces ballons à remonter du fond de terrain, ils sont extrêmement dangereux. Les mecs vont tous à 10 000 derrière. Ça joue très bien au rugby. Mais n'oublions pas que les matchs de phase finale, le jeu peut se resserrer aussi. Et sur le combat, vraiment, cette capacité à cabosser ou à résister en défense, William, je suis pas convaincu. Alors, si je comprends bien quand même, on est quand même globalement tous d'accord pour dire que les chances de l'UBB sont faibles au moment où on se parle, parce que ensuite il y a Toulouse notamment, et déjà il faut éliminer les Harlequins. Moi personnellement, je mets l'UBB à 5%, comme les Bulls, comme Northampton, comme Exeter et comme les Harlequins. Je mets un petit peu tout le monde à 5% dans ces zones-là. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que par exemple, il y a 3 équipes au-dessus, sans donner vos pourcentages tout de suite, est-ce qu'on peut parler de 3 équipes qui sont au-dessus de la mêlée, comme et je parle notamment de La Rochelle, le Leinster et Toulouse. Est-ce que ce sont les 3 équipes qui selon vous font partie des favoris, Damien? Oui, clairement, avec une petite interrogation sur les Bulls, parce que voilà, on sait jamais ce qu'ils peuvent proposer. Ils ont quand même un gros potentiel, mais après des fois ils sont un petit peu en dents de scie sur les performances, mais clairement oui, c'est ces 3 clubs qui sont favoris de toute façon. Philippe Spanghero, La Rochelle, le Leinster et Toulouse, on va essayer là de décerner celui qui est le 3e favori, non pas le premier ni le 2e, mais le 3e favori, celui parmi ce trio de tête. Pourquoi? D'accord. Parce que déplacement à Dublin. Parce que d'abord déplacement très compliqué. Alors on sait que le Leinster a réussi au Rochelais ces 2 dernières saisons, mais là le contexte est différent. C'est pas en finale, c'est en quart, c'est à l'extérieur, et surtout même s'ils se sont quand même rassurés sur ce déplacement en Afrique du Sud et qu'on a retrouvé des Rochelais sur leurs fondamentaux, et on a vu à quel point le retour de joueurs importants comme Botia et Skelton a fait la différence. C'est des joueurs qui manquent encore un peu de rythme, et l'opposition au Leinster aura rien à voir avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud la semaine dernière. Donc on a une saison rochelaise un peu en dents de scie. On a une équipe pour moi qui est moins sûre de ses forces que la saison dernière à ce moment-là de la saison, et donc point d'interrogation pour moi par rapport aux 2 autres, au Leinster et au Stade Toulousain, qui ont plus de certitude. Est-ce qu'on est tous d'accord pour mettre La Rochelle 3e favori? Je vous demande à tous, on est tous d'accord là-dessus? Et quoi qu'il arrive, on joue à l'extérieur. William, tu mets le Leinster. Tu vois La Rochelle favorite face au Leinster, donc. Ouais, je les vois favoris. La Rochelle me rappelle vraiment l'équipe de Toulon d'il y a 10 ans, là, qui priorisait cette Coupe d'Europe, ou même quand en top 14, il y avait 1 ou 2 mois compliqués, on les enterrait. La Coupe d'Europe fait maintenant pleinement partie de l'ADN du Stade Rochelais, avec bien sûr l'ambition du top 14 aussi, mais je les vois tellement focus sur cette compétition, et la victoire en Afrique du Sud, ils ont laissé du jus bien évidemment, mais on sait que les victoires à l'extérieur, dans les conditions difficiles, le trajet, etc., ça renforce, ça resserre les groupes vers un objectif qui est très clairement ce triplé et dans toutes les têtes rochaises. Et moi je les vois faire un coup là-bas, même pas faire un coup, parce que c'est le champion d'Europe, c'est une équipe qui est sûre de ses forces, qui a cette conquête qui est terrible. C'est quand même un coup d'aller gagner à Dublin, hein. C'est toujours un exploit, non? C'est le champion d'Europe qui se déplace quand même, donc c'est également aussi un exploit pour le Leinster de battre le Stade Rochelais, qui est quand même une grosse machine en Coupe d'Europe, et qui d'air de rien priorise quand même énormément cette compétition. La Rochelle n'aura aucun match à domicile sur ces phases finales. Ah bah non, il y a eu déplacement au Cap. Là il y a Dublin. Ensuite il y aura un stade en Angleterre. C'est soit Northampton, soit un stade britannique. C'est aussi si c'est compliqué qu'ils ne se sont pas facilité la tâche en poule. Ouais. D'où ce questionnement sur leur saison. Ils se sont compliqués la tâche. Mais au global, on est, je sens qu'on est quand même quasiment tous d'accord pour dire qu'une finale probable, voire assez probable, c'est cette finale Toulouse-Leinster à Tottenham dans quelques semaines. Oui. Cette finale-là, déjà c'est probablement une finale de rêve, hein, je pense qu'on peut le dire ainsi. Le Stade Toulousain qui en plus a, on va dire, un petit peu pas mal de facilité en top 14. Le curseur entre le Toulouse et le Leinster, on le place où? Je vous donne d'abord, moi, comme ça, ce que j'ai mis, et vous me dites si je suis fou. Donc j'avais mis 5% à l'UBB, aux Bulls, à Northampton, à Exeter et aux Harlequins, 15% à La Rochelle. Et derrière, pour moi, il y a un écart, je trouve, assez net. J'ai mis le Leinster 20% et Toulouse 40%. Est-ce que j'ai poussé le curseur un peu trop toulousain, Damien Chouli?
Je sais pas, certainement. Après, il y a peut-être l'envie aussi que Toulouse regagne un titre. Mais alors non, je te rassure, il s'en fout. Alors moi non, alors surtout pas moi. Moi alors là, je peux te dire aucune chance. C'est rien contre les Toulousains. Mais... C'est extrêmement objectif. D'accord. Et non, mais à part ça, non, je pense aussi que Toulouse, c'est toujours pareil tous les ans, mais je pense que Leinster aussi, s'ils arrivent à passer, auront beaucoup plus de temps de préparer cette finale. Par rapport à Toulouse, où on est toujours pris dans le top 14 et il faudrait être sûr d'avoir tous ces joueurs aussi, donc il peut se passer quand même pas mal de choses. Là, on se projette déjà au mois de... Ce qui avait probablement coûté les finales à Clermont dans les années 2010 aussi, hein, ce genre de choses, Damien. Entre autres, oui, entre autres. Mais bon, après, c'était différent. Par exemple, on jouait contre Toulon. Moi, je parle surtout du nombre de matchs qui sont joués par les joueurs et la fraîcheur dans laquelle ils vont arriver au mois de mai. C'est la grosse force de La Rochelle sur ces 2 dernières saisons, c'est qu'ils ont réussi physiquement à tenir, même à imposer leur rythme contre le Leinster, dont c'était la force. Et c'est pour moi que ça s'est gagné sur ces 2 dernières années. C'est-à-dire qu'ils ont réussi quand même le tour de force, malgré le top 14, l'enchaînement des matchs et tout ça, d'arriver physiquement au-dessus du Leinster qui, eux, clairement, jouent que cette compétition et le Six Nations. Donc voilà, et c'est ce qui a fait leur force pendant des années. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné plusieurs titres aussi, le Leinster. Donc je pense que la dimension physique aura et la fraîcheur, cette capacité à être très intense sur 80 minutes aura quand même un gros impact sur la finale si cette finale a lieu. Voilà. Antoine Mazer, Clément Combe, Quentin Cavani, est-ce que Toulouse est favori pour cette compétition? Moi, je vois du 50-50 avec le Leinster. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Une finale, pour moi, c'est France-Irlande, ce match. Et surtout que les finales en ce moment elles réussissent pas trop aux joueurs du Leinster, surtout quand ils jouent contre des clubs français. Donc c'est clair. Et une finale, c'est toujours 5 ans. Après, ça se joue à Tottenham, c'est un stade qui va être plutôt grand, c'est un stade de football, un peu comme l'était du côté de Marseille au Vélodrome. Atmosphère qui va être, je pense, peut-être plus à l'avantage quand même des Irlandais. Mais on sait quand même que s'ils sont en finale, c'est qu'ils seront sortis d'un match devant 82 000 personnes en demi. Ouais. Non, mais ils ont pour moi, le Leinster a un plus gros parcours pour arriver en finale que Toulouse. Ouais, ça c'est vrai que le Leinster a fait Leicester, La Rochelle et après, possiblement Northampton ou les Bulls. Après, ils ont moins de matchs à jouer dans leur championnat respectif. Donc ils seront en termes de récupération. William, le curseur, tu le mets, tu le pousses où? Parce que toi, du coup, tu mets La Rochelle en finale face à Toulouse, si je te comprends bien, William. Oui, je vois pleinement et à ce jeu-là, c'est souvent Toulouse qui gagne. Hein. Toulouse a pris le dessus à force de gagner ces matchs, sur des matchs importants face à La Rochelle. Et je pense que pour le Stade Toulousain, il vaut mieux une finale contre La Rochelle que le Leinster. Le Leinster est une équipe qui est capable de poser beaucoup de soucis à Toulouse, mais moi je vois une finale franco-française, une belle finale, et avec des matchs toujours serrés. On a vu que ça bascule à chaque fois dans les dernières minutes. Vous savez que le Stade Toulousain a quand même une profondeur là d'effectifs qui peut leur permettre ils sont capables de nous sortir un banc avec 4 mecs qui n'ont pas joué depuis 6 semaines et qui vont être les 4 meilleurs sur le terrain, quoi. C'est vraiment aujourd'hui l'avantage qu'ils vont avoir sur ces fins de saison où ils ont extrêmement bien géré les doublons, ou des joueurs qui étaient peut-être pas considérés comme des joueurs majeurs, le sont devenus, ou simplement confirmés. Et ça, ce sera vraiment déterminant en cas de finale. Le Leinster est capable par sa fraîcheur de contrer. Merci William. En revanche, voilà la vie. Merci beaucoup William. Damien, une dernière question pour toi Damien. Il me semble que tu es agent ou tu vas devenir agent sportif, notamment dans le rugby. On a vu que le championnat anglais est en grande difficulté. Est-ce que tu estimes qu'il va y avoir une forte arrivée de joueurs anglais, notamment internationaux, avec peut-être, parce que ce murmure peut-être l'assouplissement des règles d'éligibilité pour le 15 de la Rose, Damien? Ouais. Alors déjà effectivement, donc je suis en formation pour passer la licence. Là, je suis en cours de formation. Voilà pour la première partie. Sur la deuxième partie, oui, on entend beaucoup ça en ce moment là, les Anglais qui viendraient par plein bateau là, parce que il y a aussi l'ailier de La Rochelle là qui a fait un petit peu la pub de la France aussi cette semaine. Jack Noël avec le maillot des Bleus, ouais. Exactement. Donc forcément ça attire, et puis forcément aujourd'hui le championnat
qui est le plus médiatisé quand même au monde, c'est le championnat de France. C'est celui aussi qui est le plus rémunérateur pour les joueurs, clairement. Donc l'intérêt. Puis l'anglais, il paraît, il est pas très cher. Hein. Le joueur anglais, il est pas super cher. Alors je mets des gros guillemets évidemment, mais il est moins qu'avant parce que voilà, ils ont mis en place aussi des règles de salary cap, mais oui aussi un niveau financier au niveau du budget, un niveau économique en Angleterre qui est pas le même qu'en France. Et on a vu pas mal de clubs là qui ont dû fermer. Qui ont fait banqueroute, clairement. Sur ces 2 dernières saisons, il y en a eu au moins 3 ou 4. Et forcément, les salaires sont plus qu'ils étaient il y a encore quelques années. Donc, forcément, ça devient beaucoup plus attractif pour les Français, enfin, pour les Anglais de venir en France. Et en plus, s'ils assouplissent leurs règles, forcément, ils auront envie de venir au niveau de l'éligibilité sur le 15 de la Rose. Donc voilà, tout ça fait que l'intérêt sera là, mais par contre, il y a quand même aussi une chose en France qu'il faut pas négliger, c'est qu'il y a la règle des gifs, des joueurs issus de la formation française, et que aujourd'hui on est à 16 gifs en moyenne par feuille de match, et ça va avoir tendance à augmenter, donc on peut pas non plus empiler des joueurs étrangers dans les squads. Merci Damien d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Philippe, on te retrouve tout à l'heure pour parler de la Coupe du Monde de rugby des clubs. On en parlera, c'est annoncé pour 2028. Dans un instant, le multiplex Pro D2. Merci.